Florence, septembre 1433. Dans une cellule du Palazzo Vecchio vient d'être emprisonné un homme soupçonné de vouloir renverser la République florentine. Il savait qu'il risquait la condamnation à mort, alors, juste avant son arrestation, il a fait coudre dans ses vêtements 1100 florins. Il parvient à corrompre son gardien pour qu'il porte ce pactole au gonfalonier de justice, en échange de quoi le messager pourrait garder 100 florins pour lui. Le prisonnier échappe ainsi à la mort, mais il est condamné à un exil de 10 ans. Cet homme, c'est Côme de Médicis, le patriarche de l'une des familles les plus influentes de la cité. On connaît tous les Médicis, restés célèbres dans l'histoire pour avoir été les plus grands mécènes de la Renaissance, et avoir fait de Florence la capitale artistique de l'Europe au XVe siècle. Mais derrière cette façade culturelle brillante se cache une réalité beaucoup plus sombre. Les Médicis, chassés de la ville en 1433, parviennent à reprendre le pouvoir et gouvernent la ville en tyran. En ce temps d'humanisme, il ne fait pas bon de s'opposer à eux. D'où viennent-ils ? Comment ont-ils bâti leur fortune, puis leur influence politique ? Comment la tyrannie a-t-elle pu émerger au sein même des institutions républicaines ? Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à partir à la découverte des Médicis, les maîtres de Florence. Lorsque l'on pense aux Médicis, on songe à une richissime famille de banquiers qui aurait conquis le pouvoir grâce à son argent. Mais les Médicis ont-ils effectivement pris le pouvoir par l'argent, ou sont-ils devenus riches par la politique et l'exercice du pouvoir ? La réponse ne fait aucun doute. Avant leur arrivée au pouvoir en 1434, la famille est loin d'être la plus riche de Florence. Au XIIIe siècle, les Médicis ne sont d'ailleurs pas des banquiers au sens moderne du terme. Il n'y a pas de transfert de fonds vers d'autres villes, ni de dépôt d'argent. Ils ne possèdent même pas de boutique. Ce sont des usuriers qui installent tous les jours un banc sur la place du marché, c'est-à-dire quelques planches montées sur des tréteaux. Les usuriers prêtent des petites sommes aux citoyens de la ville, à des taux moins exorbitants qu'on a pu le dire, et ils se rémunèrent sur les intérêts. C'est une activité financière peu rentable, et les changeurs appartiennent à une classe sociale relativement modeste. Comment de grandes fortunes ont-elles alors pu se constituer dans la banque ? L'astuce est de passer d'usurier à prêteur sur gage. Au XIIe-XIIIe siècle, les aristocrates empruntent des sommes importantes pour financer leur train de vie et les conflits militaires auxquels ils participent. Or, ils sont surtout riches de leur domaine foncier, qu'ils mettent en gage. S'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes, le prêteur mettra la main sur ce domaine, d'une valeur généralement beaucoup plus importante que le prêt. Or, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo consacrée à la commune de Florence, la ville est en guerre civile permanente à cette époque, et de nombreuses familles se retrouvent ruinées, massacrées ou contraintes à l'exil. Les banquiers sont ainsi des profiteurs de guerre qui récupèrent les propriétés foncières des vaincus. Et Machiavel reprochera d'ailleurs aux Médicis de s'être enrichis sur le malheur de familles aristocratiques et même de congrégations religieuses. Grâce à ces expropriations plus ou moins douteuses, les Médicis ont ainsi pu réunir, morceau par morceau, des domaines au nord de Florence, dans le Mugello. Avec les autres familles enrichies par cette pratique, ils gravissent les échelons de la société en exigeant la modification du statut de leur corporation, l'arte del cambio, pour en faire un art majeur. Ils modifient aussi les droits d'entrée pour éviter que d'autres utilisent cet ascenseur social. Au début du XIVe siècle, les usuriers sont donc devenus riches et puissants politiquement. Les Médicis peuvent alors développer une grande banque qui ouvre des comptoirs dans toute l'Italie et au-delà. Il faut cependant garder à l'esprit que l'on est plus proche d'une PME familiale que d'une grande multinationale capitaliste. Chaque filiale ne compte qu'une poignée d'employés et tous sont issus du cercle familial. De plus, les Médicis restent extrêmement prudents dans leurs activités bancaires. On ne prête qu'aux princes et aux plus grands aristocrates. C'est notamment en devenant les banquiers du pape et des cardinaux qu'ils s'enrichiront considérablement, et Rome restera d'ailleurs la principale source de revenus de la famille tout au long du XVe siècle. On peut enfin remarquer qu'ils ne se lancent pas dans les grandes aventures marchandes en Orient, comme le font les Vénitiens ou les Génois. Les Médicis ne sont donc pas du tout des spéculateurs aventureux, mais des gagne-petits patients. Une stratégie prudente et payante sur le long terme, qu'ils appliqueront avec succès pour conquérir le pouvoir à Florence. Nul ne sait vraiment à quelle date les Médicis sont arrivés à Florence. Relativement modestes, ils ne devaient pas compter sur le plan politique au début, d'où leur absence des chroniques les plus anciennes, avant 1300. En cette époque de guerre civile quasi permanente, les parents et la clientèle d'un clan familial se réunissent dans un seul quartier qu'ils pouvaient défendre. Lorsqu'une famille est vaincue, son fief est souvent rasé pour qu'elle ne puisse plus y revenir. Elle doit alors se disperser dans plusieurs quartiers de la ville et diluer ainsi son influence. Les grandes familles qui survivent à ces troubles occupent le centre-ville, près des centres du pouvoir. C'est le cas des Strozzi ou des Albizzi.
Les nouveaux venus doivent donc s'installer en périphérie, près des remparts. Ainsi les Peruzzi, banquiers eux aussi, s'installent près de Santa Croce au sud. Les Médicis, eux, s'installent au nord. Il s'y constitue une clientèle de partisans qui eux aussi s'installent progressivement dans le quartier. Pour cela, ils leur prêtent de l'argent, dotent leurs filles ou encore financent l'embellissement du quartier. Mais ils vont surtout gagner une foule de partisans en s'érigeant en protecteurs face à l'État florentin. Dans cette république, les familles qui ne pouvaient plus payer leurs impôts étaient radiées des listes électorales. Les Médicis comprennent avec génie l'intérêt qu'ils peuvent en tirer. En payant les arriérés d'impôts, souvent des sommes relativement faibles, ils font d'une pierre deux coups. Ils s'assurent la loyauté de leurs voisins et dans le même temps, ceux-ci, redevenus éligibles, peuvent accéder aux magistratures et ainsi offrir le pouvoir aux Médicis. Au tournant des années 1430, le clan des Médicis devient politiquement trop dangereux. Il est de très loin le premier soutien financier de la République et ses partisans se comptent de plus en plus nombreux à chaque élection. C'est pourquoi les grandes familles florentines rivales ont cherché à faire condamner à mort Côme de Médicis, que nous avons laissé, au début de cette vidéo, en fâcheuse posture, condamné à l'exil. Ayant trouvé refuge à Venise, il exige que ses nombreux débiteurs à Florence remboursent les dettes qu'ils doivent à la Banque Médicis. Les sommes réclamées sont si importantes que l'économie florentine est paralysée par la fuite des capitaux. Les ennemis de Côme sont de plus en plus contestés et aux élections suivantes, en 1434, les partisans des Médicis remportent très largement les élections. Côme rentre triomphalement à Florence et fait exiler tous ceux qui s'étaient opposés à lui. Ainsi, sans verser la moindre goutte de sang, les Médicis se sont rendus maîtres de la ville. Le génie de Côme de Médicis, c'est d'avoir été un prince sans couronne. Il ne renverse pas la République et toutes les assemblées élues sont maintenues. En apparence, il est donc un citoyen comme les autres, et Florence est toujours officiellement une république. Pour conquérir le pouvoir, il lui suffit simplement de contrôler toutes ses assemblées, et de faire élire aux magistratures tous ses partisans, qui sont les plus nombreux. Pour faire une comparaison moderne, Côme gouverne plus la ville en parrain de la mafia qu'en prince. Grâce au soutien de nombreux clans familiaux dans tous les rouages de l'économie et du pouvoir, son influence se fait sentir partout, et pas une décision ne lui échappe. Si ses partisans sont loyaux, ils reçoivent charges sociales et argent. Au contraire, les hésitants et les infidèles sont sévèrement châtiés. Évidemment, de nombreuses grandes familles se sont retrouvées évincées du pouvoir par le retour de Côme, et ce dernier doit poursuivre la répression pour réduire à néant toute contestation. En effet, sa tyrannie n'a rien de légitime, il ne peut se recommander d'aucune tradition, d'aucun héritage florentin, et seul un contrôle sévère des élections peut maintenir son clan au pouvoir. Les Médicis utilisent deux armes puissantes, l'exil et le fisc. Les opposants politiques sont condamnés dans des procès truqués et le plus souvent exilés. On bannit aussi pour récupérer des biens et ainsi redistribuer la richesse à ses fidèles. Lorsqu'il ne peut attenter des procès, Côme de Médicis libère l'arme fiscale. En ruinant les grandes familles rivales, il les empêche de contracter des grandes alliances matrimoniales et réduit ainsi leur influence politique. Les adversaires de Côme sont donc condamnés soit à la faillite, soit à l'exil. Au XXIe siècle, on peut encore mesurer à quel point Côme de Médicis a réussi à faire disparaître ses opposants politiques du paysage florentin. Lorsque nous songeons aux Médicis aujourd'hui, nous les voyons comme les plus grands mécènes de la Renaissance. Or, s'ils ont effectivement été de grands protecteurs des arts et des lettres, tout cela n'était pas gratuit. En ruinant ses adversaires, Côme s'est assuré de demeurer l'unique mécène de Florence, car il n'aurait pas fallu que des rivaux achètent le soutien populaire en embellissant la ville eux-mêmes. La magnificence de Florence que les touristes admirent aujourd'hui était donc aussi une arme politique. Il fallait montrer que seuls les Médicis pouvaient conduire la ville à un nouvel âge d'or. Côme s'est maintenu au pouvoir pendant 30 ans à Florence, sans qu'à aucun moment son pouvoir ne soit véritablement menacé. Au contraire, les deux gouvernements suivants, celui de son fils Pierre puis de son petit-fils Laurent de Médicis, seront des temps de complot et de tentatives d'assassinat. Pierre de Médicis, malade, ne gouvernera que 5 ans avant de mourir, mais il doit déjà faire face à une conjuration pour le renverser, laquelle échouera du fait de la désunion des conspirateurs qui appartiennent à des familles rivales. À sa mort, ce sont ses deux fils, Laurent et Julien, qui récupèrent un pouvoir de plus en plus contesté. Dès son arrivée au pouvoir, Laurent de Médicis doit faire face à la révolte de Volterra, une ville sous la protection de Florence. On y a découvert des gisements d'alun, un minéral utilisé pour fixer les teintures sur les tissus. Compte tenu de l'importance économique de l'industrie textile dans l'Italie de la Renaissance, il s'agit d'une matière première très précieuse, l'équivalent de notre pétrole aujourd'hui. En 1472, la ville se révolte contre les Florentins, qui possèdent la concession minière. Laurent entend bien faire de la ville rebelle un exemple pour consolider son pouvoir et dissuader les éventuels dissidents.
Il lève une armée de 3000 hommes qui prennent et saccagent la ville. Au massacre s'ajoute une répression judiciaire terrible. 40 notables sont exécutés et 70 familles condamnées à l'exil. La ville est définitivement rattachée au Contado de Florence. Quant à la mine, la concession est donnée à une société dirigée par une certaine famille florentine, les Médicis. Mais le massacre de Volterra n'impressionne pas les autres principautés d'Italie. En particulier, le nouveau pape, Sixte IV, entend consolider les États pontificaux, dont de nombreuses places fortes n'obéissent plus à Rome. Ce faisant, il rentre en conflit avec les prétentions territoriales de Florence, et le pape va devenir un farouche adversaire de Laurent de Médicis. La rupture est définitivement consommée en 1474 lorsque les Médicis perdent la gestion des finances du Vatican au profit d'une autre famille florentine, les Pazzi. Contrairement aux Médicis, la famille des Pazzi appartient à la vieille noblesse de Florence, mais elle s'est toujours tenue à l'écart des troubles politiques qui ont ensanglanté la ville au Moyen-Âge. Les Pazzi sont également riches grâce à leurs activités de banquiers, notamment avec la France et la Provence. À l'arrivée de Côme de Médicis au pouvoir, les Pazzi font partie de ses proches partisans, et leurs affaires peuvent donc continuer à prospérer. Mais tout change lorsque Laurent de Médicis accède au pouvoir. Il se méfie de cette famille à la fois noble et riche, qui pourrait lui faire de l'ombre. Alors, lorsque ces derniers deviennent les banquiers du pape, Laurent décide de combattre ouvertement le clan Pazzi avec les méthodes habituelles, procès, amendes et autres spoliations. Injustement frappés par cette disgrâce, les Pazzi cherchent alors à se venger. Or, ils savent très bien qu'il est impossible de renverser les Médicis par les voies légales, car les élections sont contrôlées par des partisans de Laurent. Il ne leur reste donc qu'une seule solution, assassiner Laurent et son frère Julien et récupérer le pouvoir. Ils ourdissent alors un vaste complot et, chose étonnante que souligne Machiavel, alors qu'au moins une cinquantaine de personnes sont au courant, et notamment le pape lui-même et le roi de Naples, rien ne s'ébruite, personne ne trahit le secret. Les conjurés veulent agir le samedi 25 avril 1478, lors d'un banquet auquel les deux frères Médicis doivent participer. Mais Julien s'est blessé à la chasse et ne participe finalement pas au banquet. Les Pazzi décident en toute hâte de frapper le lendemain lorsque les Médicis se rendraient à la messe à la cathédrale. Il est prévu que Francesco Pazzi et l'un de ses fidèles, Bernardo Bandini, tueraient Julien et Montesecco, un condottiere italien, devraient tuer Laurent. Mais le matin même, ce dernier se débine et il est remplacé au dernier moment par deux prêtres, Antonio Maffei, originaire de Volterra et qui voulait venger sa ville martyre, et Stefano da Bagnone, chapelain des Pazzi. Dès son entrée dans la cathédrale, Julien de Médicis est poignardé à plusieurs reprises et meurt aussitôt. Mais les deux prêtres qui devaient assassiner Laurent sont malhabiles avec les armes, et ils ne parviennent qu'à blesser Laurent à la gorge. Ce dernier parvient de justesse à sauver sa vie en se réfugiant dans la sacristie. Les autres conjurés tentent de prendre le palais de la seigneurie, mais ils sont rapidement désarmés et sont jetés vivants des fenêtres du palais. Le peuple de Florence a pris le parti des Médicis, et le complot manqué tourne au massacre. Les conjurés sont retrouvés et exécutés sommairement. Des dizaines de personnes sont tuées, et leurs corps sont découpés en morceaux et traînés partout dans la ville, si bien que les rues sont jonchées de débris humains. On va jusqu'à déterrer le cadavre du patriarche, Jacopo de Pazzi, pour le mutiler, le traîner dans les rues et jeter les restes dans l'Arno. On aurait vu des ossements passer à Pise. Mais l'échec de la conjuration, si elle renforce la répression à Florence, ne facilite pas la pacification de l'Italie. Le pape, qui avait tacitement soutenu la conjuration, prend prétexte de l'exécution sommaire de l'un des conjurés, l'archevêque de Pise, pour expulser les Médicis de Rome. Il finit même par faire excommunier Laurent. Le royaume de Naples, qui avait réuni une armée aux portes du territoire florentin pour soutenir la conjuration, envahit le Contado. Laurent peut compter sur le soutien du roi de France, Louis XI, qui lui aussi s'oppose au pape qui s'ingère dans les affaires de France. Cette pression diplomatique empêche le pape et Naples de ravager Florence, mais la ville perd plusieurs places fortes dans des territoires disputés aux frontières. Laurent est en si mauvaise posture qu'il doit se rendre lui-même en ambassade à Naples pour tenter de briser l'alliance entre le pape et le roi de Naples. Les Médicis seront finalement sauvés in extremis en 1480 par une offensive ottomane dans l'Adriatique qui oblige le pape à tenter d'unir un front en Italie. Il renonce aux punitions contre les Médicis et une ligue comprenant les 5 grandes puissances italiennes est créée pour pacifier la péninsule face à la menace turque. Elle comprend Milan, Venise, Florence, Rome et Naples. L'accord de paix n'est pourtant pas franchement bénéfique pour Florence, car le pape chasse de Romagne ceux qui s'étaient alliés aux Florentins et accroît ainsi son influence dans la région. Laurent de Médicis n'est pas un grand chef de guerre, et les manœuvres militaires qu'il tentera dans les années suivantes seront toutes des échecs. Dès lors, d'où lui vient ce surnom du Magnifique qu'on lui prête aujourd'hui? En fait, l'anecdote est révélatrice. Personne ne le surnommait comme cela de son vivant. Ce n'est qu'en 1949 qu'un collectionneur de tableaux et amateur de la Renaissance, Fred Behrens, publia un livre, Laurent le Magnifique ou la quête de la perfection.
Le surnom est resté car Laurent de Médicis incarne aujourd'hui l'archétype du prince de la Renaissance, un protecteur des arts, un amateur de philosophie et de poésie, un prince prodigue qui organise à Florence des fêtes somptueuses. C'est donc plus le mécène que le souverain que l'on honore à travers ce surnom. Laurent le Magnifique a donc pu se maintenir une vingtaine d'années au pouvoir au prix d'un durcissement de la tyrannie à Florence et d'alliances complexes en Italie. Mais à sa mort en 1492, la situation du clan Médicis est périlleuse. La banque Médicis, dont la gestion avait été délaissée par Laurent, fait faillite après avoir accordé des prêts démesurés à de grands princes européens. Son fils Pierre récupère le pouvoir, mais il n'a malheureusement pas l'habileté diplomatique de son père. Or, en 1494, l'équilibre fragile en Italie vole en éclats lorsque le roi de France, Charles VIII, envahit la péninsule pour reconquérir le trône de Naples, qui a appartenu par le passé à la maison d'Anjou. Les républicains florentins, alliés historiques des Français, sont favorables à une neutralité florentine. Mais Pierre de Médicis, par arrogance ou par imprudence, refuse le passage aux Français et commence à rassembler des troupes. Or, l'armée française qui vient de rentrer en Italie écrase toute résistance sur son passage, c'est la fameuse Furia Francese. Pierre commet alors une nouvelle imprudence. Apeuré par l'avancée rapide des Français, il va finalement à leur rencontre pour signer une paix très dommageable pour la ville. Elle cède des places fortes, 2 ports et paye un tribut immense de 200 000 florins. En apprenant la nouvelle, Florent se soulève contre ce tyran qui, après avoir cherché la guerre, capitule sans même combattre et ruine ainsi l'indépendance de la cité. Pierre tente de rentrer dans la ville, mais il en est chassé par le peuple, et la seigneurie le déclare rebelle et le pousse à l'exil. Le 17 novembre 1494, Charles VIII et son armée entrent finalement dans Florence. Les années qui suivent sont terribles pour Florence. Pendant 4 ans, la ville est sous la dictature du moine Savonarole. Les Médicis reviennent finalement au pouvoir en 1512 avec le soutien de l'empereur Charles Quint, qui est intervenu en Italie pour contrer l'influence française. En 1532, le pape Clément VII, le fils de Julien de Médicis qui avait été assassiné par les Pazzi, fait nommer son propre fils, Alexandre de Médicis, duc de Florence. Les Médicis resteront les maîtres de la ville jusqu'au XVIIIe siècle. Pour autant, l'âge d'or de Florence, qui coïncide avec le gouvernement de Laurent le Magnifique, est passé. Si la famille offrira 2 reines à la France, Catherine puis Marie de Médicis, son influence politique en Europe reste désormais limitée. Florence sous les Médicis concentre donc tous les paradoxes de la Renaissance italienne. Tant d'humanisme et d'ébullition artistique, certes, mais aussi tant de meurtres, de conjurations et de répression sauvage. Une époque d'ombre et de lumière qui inspirera au XIXe siècle beaucoup d'auteurs romantiques, et notamment Alfred de Musset. Il fera de l'assassinat en 1537 du duc Alexandre de Médicis par son propre cousin Lorenzo un chef-d'œuvre de la littérature française. Lorenzaccio portera à la quintessence la vision romantique de la Renaissance, héroïque et sanglante.